Je vais commencer peut-être par un récit de mon parcours, parce qu'il est un peu atypique. J'ai une formation d'ingénieur du son à la base, donc de l'enseignement technique artistique. Et j'ai commencé à bosser comme indépendant à temps partiel, c'est-à-dire à temps plein, et ensuite en même temps comme technicien à la RTBF, donc dans le service public. Petit à petit, je me suis. Enfin, pourquoi le service public à ce moment-là? Parce que je trouve que c'est important de donner à la société, et j'ai toujours voulu être actif dans la société, un acteur vraiment qui contribue à la société civile. Et c'était une façon pour moi de pouvoir donner quelque chose à la société, essayer quelque part de la rendre meilleure, peut-être par des petites actions. Je crois que c'est une motivation qu'on a à peu près tous en commun dans le secteur public. Et au fil des années, ce driver-là, cette motivation-là a pris de plus en plus d'importance, à tel point que j'ai abandonné mon métier comme indépendant pour passer entièrement dans la fonction publique. Ça a correspondu aussi à un constat personnel. J'aimais faire les choses moi-même au départ. Et un jour, à force d'être impliqué dans des projets avec de plus en plus de gens, je me suis rendu compte que les choses étaient mieux faites quand je les organisais que quand je les faisais moi-même. Le résultat était meilleur. Alors c'est un constat difficile parce qu'on se le prend, on se le prend dans la face. Mais je me suis dit, OK, il faut agir là-dessus. J'ai peut-être un talent. Madame la ministre parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que je crois qu'on a tous en nous et qu'il faut réussir à dépasser. Et j'ai misé sur ce talent. Alors, j'ai choisi la piste de la formation académique pour suivre une formation en management après 10 ans de carrière. Et là, j'ai développé vraiment l'aspiration de prendre une position de leadership. Alors, comment est-ce qu'on arrive à une position de leadership? Dans mon expérience, d'abord, il faut avoir l'envie. Il faut une envie forte qui vous permet de dépasser toutes les résistances que vous allez rencontrer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'échecs avant d'y arriver. Et il faut se mettre dans des situations où on peut être confronté au leadership pour l'observer, comme disait Marie, et petit à petit l'exercer. Donc j'ai rejoint des conseils d'administration d'ASBL, toujours ASBL qui ont une utilité publique, toujours mon driver de base. Et j'ai essayé de postuler à des postes qui avaient progressivement plus de responsabilités. Je me suis retrouvé responsable des archives de la RTBF il y a déjà en 2009. Et là, j'ai exercé cette fonction-là pendant 9 ans. Donc là, j'avais une équipe de 60 personnes. Et j'ai à ce moment-là attrapé le virus des archives. Les archives, c'est un milieu assez particulier où ce qu'on fait dans les archives, on est là pour dépasser la mémoire et l'existence de l'individu. Et quelque part dépasser la mémoire et l'existence de la société elle-même, puisque dans les archives de l'État, le plus ancien document date de 830, donc du 9e siècle. C'est vraiment ça donne une idée. On est là pour conserver tout pendant le plus longtemps possible. Peut-être au-delà de la civilisation, s'il y a moyen. Alors c'est complètement idéaliste, mais j'avoue, je suis un idéaliste. Et donc j'essaye de réaliser cet objectif et donc de dépasser l'individu. Et donc oui, j'ai ensuite quitté la RTBF pour travailler au CSA. Là, il y a une question importante dans tous les métiers, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aspirez probablement à une fonction de management. Il y a une question à se poser, c'est quand est-ce que je quitte mon job actuel? Et il y a pas mal de recherches sur ce sujet, et en gros, dès que vous vous posez la question, c'est qu'il est temps. Et on n'arrête jamais assez de faire des choses. On n'a rien à perdre à changer de boulot et à évoluer. On apprend, on se met en situation de difficulté et d'apprentissage et on grandit. Donc si vous y pensez, faites-le, osez. C'est le mot-clé. Donc j'ai quitté la RTBF parce que j'avais besoin de changer d'air et de me remettre en situation d'apprentissage. Et j'ai travaillé au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
d'abord comme expert et puis comme responsable de l'unité radio. Donc là, je supervisais toutes les radios privées en communauté française de Belgique ou en Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire un clin d'œil à notre Premier ministre. De nouveau, c'est un rôle où on contribue à la société, on contribue activement à la société. Et là, j'ai découvert la régulation, donc le travail de l'application de la loi pour qu'un secteur, en l'occurrence le secteur des médias, fonctionne bien. Donc j'ai pu tirer parti de mon expérience dans les médias et exercer un rôle qui n'était plus une responsabilité juste d'une équipe, mais une responsabilité d'une partie de la société. Donc ça dépassait le cadre du CSA, puisqu'il fallait vraiment gérer plus d'une centaine de radios différentes, avec des profils très différents. Alors ça a été très utile, je pense, dans le cadre du boulot que je fais actuellement, et ça je vais y revenir. Donc après, comment je suis arrivé aux archives de l'État par hasard, presque. J'ai vu l'offre d'emploi. Et il y a une chose que je fais justement, puisque comme on l'a tous les deux dit, il y a beaucoup d'échecs avant d'arriver à une réussite. Eh ben, postuler est un exercice. Postuler à un job, c'est un exercice. Participer à des entretiens de recrutement, préparer son dossier, c'est un muscle qu'on doit travailler, c'est un sport. Et à un moment, on attrape la technique des entretiens stars, la façon de se vendre, de se mettre en avant. Et donc, si vous avez cette envie d'évoluer, postulez à des jobs qui sont dans la fenêtre de vos intérêts et de vos motivations. Même à des jobs qui ne sont pas nécessairement au niveau auquel vous aspirez, mais chaque fois que vous faites un entretien, vous apprenez et vous en sortez gagnant, même si vous n'avez pas le poste, même si vous n'êtes pas premier de la sélection. Voilà, donc j'ai postulé pour le poste d'archiviste général du Royaume, qui est, pour quelqu'un qui est intéressé par les archives, c'est un rêve. C'est vraiment juste un rêve. Il n'y a pas mieux en Belgique. Donc j'ai postulé en me disant je ne l'aurai jamais. C'est impossible que j'ai ce job. Et puis voilà, c'est arrivé. Alors justement, le processus de recrutement pour les top managers, il est très très dur. Il est très juste, mais il est très très dur. Donc préparez-vous, exercez-vous, postulez à d'autres fonctions pour être prêt. Les tests informatisés, vous en avez probablement déjà fait. Il faut encore les préparer parce que ceux auxquels on est confronté sont encore plus durs. Et donc là, préparez-vous autant que possible. Recherchez sur Internet, faites les simulations en ligne. J'avais acheté les livres qui sont disponibles en librairie aussi avec des exemples de tests. Donc ça permet vraiment de se confronter à la façon dont fonctionne le test. Ensuite, les entretiens sont aussi assez difficiles. L'entretien avec le jury, c'est énormément d'informations à traiter en très peu de temps. Et ça, il faut y être confronté pour vraiment voir comment ça fonctionne. C'est difficile à expliquer, mais par contre c'est juste parce que le jury est composé de gens qui sont brillants, qui comprennent les défis auxquels vous allez être confrontés, qui savent exactement ce qu'ils cherchent dans le profil. Et comme de par leur nombre et leur diversité aussi, parce qu'ils représentent différentes parties de la fonction publique il y a des consultants, dans mon cas il y avait des académiques également, ça donne vraiment une évaluation qui est juste. Dure, mais juste. Parce que c'est une responsabilité par la suite, et donc c'est normal qu'il y ait un processus aussi difficile. Et alors, il y a le dernier entretien avec le SPF qui vous recrute. Là, la préparation est essentielle. Il faut faire ses devoirs, comme dans tout entretien, surtout à ce niveau-là. Donc vous devez connaître le secteur où vous allez. Comme moi je venais de l'extérieur, je n'avais pas l'expérience du fédéral, je n'avais pas l'expérience des ESF, des établissements scientifiques fédéraux, je n'avais pas l'expérience de Belspo, au sein duquel se trouvent les archives du Royaume. Et donc j'ai lu le plan stratégique qui est publié, j'ai
parcouru les sites internet du SPP dont fait partie mon institution, et ensuite le site internet de l'institution pour voir tout ce qui s'y était passé dans les 2 dernières années, pour comprendre vraiment quels sont les enjeux, et développer un plan, une proposition, une vision. Parce que c'est avec la vision que vous allez convaincre et montrer que vous avez compris les enjeux. C'est un travail énorme parce que c'est un travail qu'au sein de l'institution on fait au jour le jour, mais là vous allez le faire en bloc un peu de temps avant de préparer l'entretien. Alors ce qui est aussi difficile dans ce processus, c'est qu'il est long dans la durée. Moi ça a duré 6 mois à peu près, entre la publication de l'annonce et le dernier entretien. Et alors après ça va très vite. Ça va très 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 vite. Voilà, j'ai commencé au 1er juillet de l'année dernière. Et donc là, j'embraye sur les défis professionnels. Être un manager, c'est une aspiration, comme je le disais, et on rêve tous de pouvoir construire, avancer, avoir un rôle où on contribue avec surtout du positif. On est dans un contexte à l'heure actuelle où on doit faire du management de crise à différents niveaux. Le management de crise, c'est plus difficile parce qu'il y a des choses qui sont inévitables, qu'on doit faire, et on doit réussir à faire passer le message en communication interne. Beaucoup, on doit convaincre pour pouvoir faire des choses qui sont difficiles. Donc, par exemple, nous, on va devoir réaliser à peu près 17% d'économies dans les 5 années qui viennent, parce que l'institution était déjà en déficit avant que j'arrive. Et donc c'est très très dur, avec des équipes qui sont déjà réduites. Enfin, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le service public, je crois que les conditions sont les mêmes à peu près partout. Et donc c'est très dur à faire. Et c'est là que c'est important de travailler avec ses collègues, de ne pas diriger de l'extérieur, mais d'essayer de diriger de l'intérieur, avec les gens, et pour les gens. Je vais dire la même chose, mais je crois que c'est important. Je crois que c'est une vision moderne et contemporaine du leadership. On ne le fait plus comme avant. Sinon, on écrase les gens, et il faut prendre en compte le bien-être des travailleurs. C'est une véritable responsabilité, ça aussi. Et c'est peut-être la dimension la plus difficile au jour le jour. Voilà. Et alors, pour terminer sur ce volet important de la diversité, en un mot, je vais dire, il ne faut pas considérer que la diversité est un fait. La diversité, elle n'arrive pas par elle-même. On aimerait que ce soit comme ça, mais c'est une illusion. La diversité, elle se crée. Elle se crée au quotidien. C'est un acte. En tant que manager, en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a un levier d'action, et on le fait à travers tout un tas de petites actions. J'ai eu la chance à la RTBF de pouvoir participer à la mise en place du baromètre de la diversité, et c'était une expérience franchement difficile, parce que le constat de départ était relativement négatif. Il y avait à cette époque-là à peu près 35% de femmes, rien qu'en diversité de genre. On n'a même pas osé parler des autres dimensions de la diversité. Il n'y avait que 35% de femmes qui prenaient la parole à l'antenne, en radio et en télévision. Pourquoi je dis que c'est dur? Eh bien, 10 ans après, c'est toujours la même chose, à peu de choses près. Le curseur ne bouge pas. Et c'est la même chose, pas que à la RTBF, c'est la même chose dans tous les médias francophones. Donc la diversité, elle se crée, mais il y a des résistances. La société, le groupe des agents au sein d'une institution résiste. Les autres managers et managers intermédiaires, il y a culturellement une résistance, et il y a aussi peut-être, et c'est d'où le mot oser, peut-être une peur de se lancer aussi de la part de certaines personnes qui ont les talents et qui peuvent le faire, mais qui sont, comme nous tous, victimes du syndrome de l'imposteur. Et donc il faut agir pour permettre aux gens de dépasser cette limite qu'on s'impose soi-même, en fait.
Voilà, c'est super important. Pour moi, c'est une dimension importante, c'est une valeur, c'est une valeur du service public, et c'est pour ça que je travaille dans le service public aussi, c'est parce qu'il y a cet alignement de valeurs entre mes valeurs personnelles et les valeurs du service public. Donc chacun doit avoir sa chance, chacun a sa chance en pratique, et on est entouré de gens brillants. Tout le monde ne fait pas nécessairement des études pour progresser dans le service public, mais le service public offre la possibilité aux gens de progresser. Et en tant que responsable, le rôle qu'on a à jouer là-dedans, c'est de pouvoir identifier les talents. Et à ce moment-là, on a un rôle de coach à jouer auprès des individus qu'on identifie, un rôle de facilitateur, pour pas nécessairement les mettre en avant, mais les aider à se mettre en avant et à se réaliser, et à réaliser leur potentiel. Et alors, pourquoi c'est important la diversité? Là, je vais répéter quasiment mot pour mot ce que Marie a dit. C'est important pour prendre des bonnes décisions. Si on est entouré de gens qui pensent comme nous, c'est garanti, on va prendre des mauvaises décisions. Alors, on ne gère pas une institution seule, on le fait en groupe, et il faut le faire en groupe en entendant toutes les voix. C'est beaucoup plus facile d'arriver à un consensus quand tout le monde est d'accord avec vous, mais il faut justement savoir entendre les avis différents. C'est parfois difficile, c'est difficile au début, parce qu'on se fait son idée, on la pousse en avant, et on a l'impression que c'est la meilleure idée. Et il faut savoir l'abandonner aussi, si on se rend compte qu'il y a des gens qui ont un autre point de vue, qui ont pensé à des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et pour ça, il faut s'entourer de gens qui pensent différemment. Voilà. Merci.